Adolf Hitler. Il a déclenché une guerre mondiale. Il a fondé l'un des régimes les plus brutaux du XXe siècle. Il est à l'origine de l'extermination de millions d'êtres humains. Mais un monstre ne naît pas du jour au lendemain. Voici comment tout a commencé. Le 20 avril 1889. Dans une petite ville au bord du fleuve Inn, naît un garçon qui changera le cours de l'histoire. Son nom, Adolf Hitler. Il voit le jour à Braunau am Inn, dans l'Empire austro-hongrois. Son père, Alois Hitler, est un douanier autoritaire de 51 ans. Sa mère, Clara, a 28 ans. Elle est douce, pieuse, entièrement tournée vers son fils. Avant lui, 3 de ses frères et sœurs sont morts. Seul Adolphe et sa sœur cadette, Paula, survivront. Clara reporte alors tout son amour sur lui. Elle le protège, l'idéalise. Son père, lui, est l'opposé, distant, froid, parfois violent. Adolphe vit entre deux pôles, la tendresse infinie de sa mère et l'exigence brutale de son père. Dès l'enfance, il montre un tempérament particulier. Il aime dessiner, il rêve de grandeur, il joue avec des soldats de plomb. Il invente des histoires où il commande des armées. À l'école primaire, ses débuts sont corrects. Il est curieux, il s'intéresse à l'histoire, au dessin, au chant. Mais il déteste la discipline. Il supporte mal l'autorité. Ses professeurs notent qu'il est intelligent mais orgueilleux. Il parle fort, il coupe la parole. Il veut toujours avoir raison. Avec ses camarades, il se montre réservé. Il a peu d'amis proches, il se replie sur lui-même. Il s'invente un monde où il est le héros, un monde dans lequel il domine, où il est admiré. Clara l'emmène souvent à l'église. Il sert parfois la messe. Il grandit dans un univers très religieux, la peur du péché, le respect de l'ordre, l'image d'un Dieu puissant, sévère, mais ce n'est pas la foi qui le touche, c'est le rituel, la grandeur, la solennité. En 1895, la famille déménage à Leonding, près de Linz. Alois a pris sa retraite, il est présent à la maison tout le temps. Et pour Adolphe, c'est une épreuve. Son père veut qu'il devienne fonctionnaire comme lui. Mais Adolphe rêve d'être artiste ou architecte. Leur relation devient explosive. Alois veut imposer, Adolphe résiste en silence. Il vit dans un empire multiculturel. À Braunau, il entend parler allemand, tchèque, hongrois. Mais il se sent seulement allemand, pas autrichien, encore moins européen, juste allemand. Et déjà fier de l'être. À la fin de son enfance, Adolphe n'est encore qu'un garçon. Mais il se sent différent, supérieur, incompris, il n'a encore rien fait. Mais il ne supporte déjà plus l'idée d'être ordinaire. À l'adolescence, Adolphe entre au Realschule de Linz, une école plus exigeante que la primaire. C'est là que ses difficultés s'accentuent. Il rejette les mathématiques, déteste les matières scientifiques, ne fournit aucun effort. Les professeurs notent sa paresse, son insolence, son refus total de toute discipline. Il n'a d'intérêt que pour l'histoire allemande et le dessin. Adolphe passe des heures à dessiner des bâtiments, des monuments, des temples antiques. Il ne veut plus qu'une chose, devenir artiste ou architecte. Il se prend de passion pour l'architecture classique, les cathédrales gothiques, les grandes façades impériales. Il admire tout ce qui est grand, symétrique, autoritaire. En janvier 1903, son père Alois meurt subitement. Adolphe a 13 ans. Il ne pleure pas. Au contraire, il semble libéré. Plus rien ne l'empêche de suivre son propre chemin. Il s'éloigne encore plus de l'école. Ses résultats s'effondrent. Il redouble, puis abandonne. Il ne veut pas d'un métier. Il veut une mission, une œuvre. Un soir, il découvre la musique de Richard Wagner. C'est une révélation, une claque. Des opéras monumentaux, des héros germaniques, des mythes, de la grandeur. Il y voit une vision du monde qui résonne avec ses rêves. Wagner devient son obsession. L'art doit être total. L'artiste, un prophète. Il commence à se voir comme un homme à part. Sa mère, Clara, reste son seul lien avec le réel. Elle l'aime profondément. Elle le soutient, malgré ses échecs. Elle croit en lui, même quand il ne fait plus rien. Mais Adolphe s'enfonce dans la solitude. Il ne parle presque plus à personne, il ne fréquente aucun cercle. Il n'a pas d'amis, pas de projets concrets. Il vit dans un monde imaginaire nourri de grandeur et de ressentiment. À 16 ans, Adolf Hitler n'a ni diplôme ni avenir. Mais dans sa tête, il est déjà quelqu'un d'exceptionnel.
Il se sent supérieur, incompris, destiné à autre chose. L'école l'a rejeté. La réalité lui échappe. Mais lui, il croit encore. Il ne deviendra pas fonctionnaire. Il deviendra autre chose. Ce qu'il ignore encore, c'est que son premier rêve, celui d'être artiste, va bientôt s'effondrer. En 1905, Adolf quitte Linz. Il a 16 ans. Pour la première fois, il part seul. Il se rend à Vienne, la grande capitale impériale. Il veut y tenter sa chance, se faire un nom. Il porte dans ses valises plus d'illusions que de dessins. Il est persuadé que son talent va changer sa vie. Mais à Vienne, il échoue dès la première tentative. Le jury refuse son dossier. Il juge ses dessins trop faibles, surtout en représentation humaine. Adolf est sous le choc. Il n'accepte pas la critique. Il rejette toute remise en question. Pour lui, ce n'est pas un échec. C'est une injustice. En 1907, il tente une seconde fois et échoue à nouveau. Cette fois, il est brisé. Mais il ne rentre pas à Linz. Il reste à Vienne. Il vit seul, dans des foyers pour hommes pauvres. Il vend quelques dessins à des touristes. Il survit, mais refuse tout travail manuel ou subalterne. C'est à cette époque que sa mère, Clara, tombe gravement malade. Elle souffre d'un cancer du sein. Adolf revient à Linz pour s'occuper d'elle. Il est attentionné, silencieux, dévoué. En décembre 1907, elle meurt. Adolf est effondré. Sa seule source d'amour vient de disparaître. Le lien qui le retenait à la réalité est brisé. De retour à Vienne, il sombre. Il devient de plus en plus amer, solitaire, méfiant. Il vit dans des dortoirs misérables. Il lit des journaux politiques, des tracts antisémites. Il observe la société viennoise avec dégoût. Les foules, les étrangers, les riches, les juifs. Tout l'agace, tout le révolte. Il lit de plus en plus. Des romans nationalistes, des pamphlets antisémites. Il suit les discours de Karl Lueger, maire de Vienne, populiste et xénophobe. Il commence à croire qu'il y a une élite, un complot, une corruption profonde. Il construit une vision du monde où tout est déformé par la haine. Il n'est plus un artiste, il devient un idéologue en silence. Au début de sa vingtaine, Adolf Hitler vit dans l'ombre. Il n'a pas d'amis, pas d'amour, pas de travail, il ne dessine plus. Il ne rêve plus d'art. Il erre entre les foyers, les bancs publics et les bibliothèques. Chaque jour, il s'enfonce un peu plus dans la solitude. Mais quelque chose grandit en lui. Une colère sourde, une certitude obscure. Il ne sait pas encore ce qu'il fera, mais il sent qu'il ne restera pas dans l'ombre. À 21 ans, Adolf Hitler s'efface du monde, parmi les mendiants, les exclus, les vieillards ruinés. Mais il ne se sent pas comme eux, il ne parle à personne, il les observe et il les juge. Chaque visage lui inspire du dégoût. Il se croit au-dessus, même seul, même sans rien. Il vit dans la misère mais avec arrogance, comme si cette pauvreté prouvait qu'il n'était pas fait pour ce monde. Il lit sans arrêt, mais plus comme avant. Il ne cherche plus des réponses, il cherche des justifications. Il souligne, recopie, rumine, des journaux extrémistes, des pamphlets racistes, des romans nationalistes. Il ne s'informe pas, il se conditionne. Les idées qu'il croise deviennent des certitudes. Chaque mot nourrit sa colère, sa solitude, son orgueil. Il ne voit plus des rues, mais des signes. Il croit lire sur les visages ce qu'il veut y voir. L'origine, la faiblesse, la menace. Il invente des ennemis. Il désigne des responsables. Son monde se simplifie, se referme. Il n'y a plus de nuances, plus de doutes, seulement un sentiment, tout va mal. Et lui seul a compris pourquoi. Il repense souvent au discours de Karl Lueger. Ce maire de Vienne savait galvaniser les foules. Il mentait parfois, exagérait souvent, mais les gens l'écoutaient. Hitler comprend. Les mots ne sont pas faits pour convaincre. Ils sont faits pour frapper, séduire, soumettre. Il rêve d'un jour parler lui aussi. Non pas pour dialoguer, mais pour imposer. Peu à peu, tout devient clair dans sa tête. L'humanité, pense-t-il, n'est pas une communauté, c'est une hiérarchie. Des races nobles, des races faibles, des races nuisibles. Il lit Chamberlain, il recopie des pages entières, il s'approprie chaque théorie. En 1913, il quitte Vienne, il part pour Munich. Il fuit la misère, pas les idées. Il emporte sa solitude, sa rage et cette haine froide, structurée, qui la nourrit en silence. Ce n'est plus un artiste raté, c'est un esprit en guerre.
Quand il arrive à Munich, en 1913, Adolf Hitler n'a rien, pas d'emploi, pas de diplôme, pas d'amis. Officiellement, il prétend vouloir étudier les beaux-arts dans un nouvel environnement. Mais en réalité, il fuit. Il fuit l'Autriche, où il risque d'être enrôlé dans l'armée impériale. Il se dit allemand dans l'âme et dans le sang. Il refuse de combattre pour un empire qu'il méprise. À Munich, sa vie reste précaire. Il dessine, vend quelques cartes postales. Il vit dans des chambres meublées bon marché. Il lit toujours autant. De l'histoire, des essais politiques, des journaux allemands. Il s'immerge dans l'idée d'une Allemagne trahie par l'intérieur, affaiblie par la diversité, minée par la corruption. En août 1914, la guerre éclate. L'Allemagne entre en guerre contre la France et la Russie. Adolf Hitler, âgé de 25 ans, se porte immédiatement volontaire dans l'armée allemande. Il rejoint le 16e régiment bavarois d'infanterie. Il combat sous l'uniforme allemand, bien qu'il soit encore citoyen autrichien. Il dit plus tard que ce fut le moment le plus exaltant de sa vie. Sur le front occidental, il sert comme messager, une tâche dangereuse en première ligne. Il se montre discipliné, endurant, mais discret. Il ne cherche pas à se faire des amis, ses camarades le trouvent étrange, réservé, solitaire. Mais il fait preuve de courage, il est décoré de la croix de fer de seconde, puis de première classe. Une distinction rare pour un simple caporal. Le front, c'est l'enfer. Des tranchées creusées dans la boue, des hommes entassés, couverts de vermine. Le vacarme des obus, le sifflement des balles, les cris dans la nuit. On avance de quelques mètres, on recule, on enterre les morts et on recommence. Hitler, caporal, messager, court entre les lignes. Il traverse les barbelés, les cratères, sous le feu. C'est une guerre d'usure, une guerre de nerfs. Il est blessé une première fois en 1916 à la bataille de la Somme. Il est soigné, puis retourne au front. En 1918, il est gazé près d'Ypres. Il perd temporairement la vue. Il est soigné dans un hôpital à Pasewalk, dans le nord de l'Allemagne. C'est là qu'il apprend la nouvelle. L'Allemagne a capitulé. L'empereur abdique. La monarchie tombe. Un nouveau régime est proclamé à Berlin. Pour Hitler, c'est un choc profond. Il n'accepte pas la défaite. Il ne comprend pas comment un pays qu'il jugeait fort et discipliné a pu s'effondrer. Il se forge une idée. Ce n'est pas l'armée qui a perdu, c'est l'arrière, les politiciens, les pacifistes, les marxistes et surtout, selon lui, les juifs. Il adhère à la légende du coup de poignard dans le dos. Quand il sort de l'hôpital, Hitler est sans famille, sans emploi, sans diplôme. Mais il a trouvé une cause. Il n'est plus un artiste raté. Il est un ancien soldat blessé, humilié, habité par une rage froide. La guerre n'a pas détruit Hitler. Elle l'a formé et elle a transformé sa haine en volonté politique. En 1918, la guerre s'achève. Pour l'Europe, c'est la fin d'un cauchemar. Pour Hitler, ce n'est que le début. L'enfant de Braunau est devenu un homme en ruine, un soldat décoré, un esprit blessé, un artiste brisé. Il n'a ni diplôme, ni famille, ni avenir. Mais il a une certitude, l'Allemagne a été trahie, et lui va la venger. Dans l'ombre de la défaite, ce n'est pas un homme qui s'effondre, c'est une idée qui naît, un homme seul, une haine glaciale, une cause à embraser. Le XXe siècle vient d'ouvrir la porte à son pire cauchemar.